Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde session donc, de ce séminaire enseignant, seconde session qui est consacrée au volet finances publiques, donc de l'impact de la crise du Covid, et en particulier, on va consacrer un peu de temps à regarder quelles ont été les réactions budgétaires et l'impact de la pandémie sur la soutenabilité des finances publiques. Alors cette présentation, elle va être axée autour de trois grands axes. On va d'abord passer un petit peu de temps pour voir au niveau international, dans les grandes économies, quelles ont été les différentes réponses qui ont été apportées pour faire face à la crise. On va rapidement se rendre compte que finalement la politique budgétaire, elle a été utilisée partout massivement pour répondre aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. Dans un second temps, on va aborder un volet plus belge. Donc on va regarder en détail comment se sont comportées les finances publiques entre 2019 et 2020. Et on va rapidement se rendre compte que la pandémie a infligé un coup sans précédent aux finances publiques. Et on va regarder ça à travers une série d'indicateurs, une série de comparaisons qui vous permettront d'y voir aussi un peu plus clair sur les différentes mesures qui ont été adoptées suite à la pandémie. Pour clôturer la présentation, on va prendre un peu de recul. On va regarder finalement les finances publiques. Il y avait déjà une série de défis avant la crise. Il y a toute une série de défis qui sont maintenant encore plus importants et donc il faut pouvoir répondre à ces défis malgré la crise et garantir la soutenabilité des finances publiques. Alors, concernant donc la première partie de la présentation, la politique budgétaire, elle a été utilisée partout. Elle a été utilisée comment ? Finalement, on peut répondre de manière budgétaire de deux façons en temps de crise. La première façon, c'est par le jeu de ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques. Cette réponse, en fait, elle est, son nom l'indique, automatique. C'est le fait que la politique budgétaire puisse stabiliser l'économie sans devoir prendre des décisions supplémentaires. Comment est-ce possible ? C'est par exemple le fait que les recettes fiscales, elles diminuent automatiquement quand les revenus des ménages ou des entreprises diminuent. C'est aussi le fait que les dépenses, les allocations de chômage augmentent en période de ralentissement économique. Donc c'est une série de réactions qui sont automatiques. Donc, les stabilisateurs automatiques portent bien leur nom à cet égard, mais il a fallu aussi compléter cette réaction par un ensemble de mesures qu'on appelle des mesures discrétionnaires. Une mesure discrétionnaire, c'est une mesure spécifique qui est décidée par les pouvoirs publics pour répondre à certains problèmes. Et là, le problème, c'était la pandémie, la crise économique et sociale qui en suivait. Et donc, ces mesures discrétionnaires, elles vont venir renforcer l'impact des stabilisateurs automatiques. Et ces mesures discrétionnaires, c'est principalement des dépenses supplémentaires. Donc, pour des mesures sanitaires, du chômage temporaire, des subventions aux entreprises, du soutien aussi aux secteurs les plus impactés. Dans l'ensemble, quand un pouvoir public décide de mettre en place une mesure, une série de critères à respecter pour que ces mesures aient tous leurs effets. Ces critères, en anglais, on dit qu'ils doivent correspondre à 3 T. C'est timely, targeted and temporary. En français, ça donne prompt, ciblé et temporaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mesures, il faut les mettre en place au bon moment et suffisamment rapidement. Les mesures discrétionnaires, il faut les décider, mais les stabilisateurs automatiques, ils font leur effet de suite. Donc c'est très important de réagir rapidement et au bon moment, de réagir de manière ciblée et temporaire. Le caractère temporaire, j'insiste un peu dessus parce que c'est tout aussi important de mettre en place une mesure d'aide au bon moment que de pouvoir l'arrêter au bon moment. J'entends par là que ça ne sert à rien de mettre, par exemple, sous perfusion publique, si je peux dire ça comme ça, des ménages ou des entreprises qui n'en auraient plus besoin simplement parce que la crise pourrait potentiellement s'arrêter, s'atténuer, ou que les effets de la crise commencent à changer au fil du temps. Et donc c'est très important de mettre en place beaucoup de mesures, certainement, mais il faut aussi pouvoir les arrêter au bon moment et les arrêter de manière intelligente. Alors presque partout dans la zone euro, on voit qu'il y a un mix, c'est ce que vous voyez sur le graphique, donc entre les parties jaunes et les parties bleues, entre mesures discrétionnaires et stabilisateurs automatiques. Ce mix, il a donné lieu à quoi ? Une grande dégradation du solde primaire. C'est recettes publiques moins dépenses publiques, dégradation du solde primaire encore plus importante que pendant la crise financière, donc entre 2007 et 2009. On voit que, en gros, la somme des bâtonnets jaunes et bleus sur le graphique est encore plus basse que les petites lignes rouges qui sont en effet la variation du solde primaire. Pendant la crise financière, ça a été le cas pour l'ensemble des pays, à quelques exceptions près. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est que le solde primaire s'est encore plus dégradé qu'en moyenne dans la zone euro, dans des économies comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Japon, où là on est clairement encore plus bas que moins 10%, et les États-Unis qui étaient en pleine campagne électorale sont même descendus encore un peu plus en moyenne.
par rapport à la zone euro, donc qui est à peu près à moins 8%. Alors ça, c'est en gros la synthèse de mesures de soutien qui ont un impact sur le solde primaire et sur donc, le déficit public. Mais il y a certaines mesures qui n'ont un impact que sur la dette et pas sur le déficit. Alors oui, c'est un peu technique, mais c'est par exemple tout ce qui est garanties d'État octroyées aux banques pour couvrir les prêts aux entreprises. Toutes ces garanties, donc c'est le grand accord avec le secteur financier de 50 milliards dont la presse a largement fait écho au moment où il a été conclu. Tous ces accords, donc, c'est des engagements conditionnels, donc ils ne vont pas directement agréger le déficit dans la mesure où ce qui viendra alourdir, entre guillemets, les finances publiques, c'est les engagements qui seront effectivement conclus, à quelle mesure il faudra mobiliser ces garanties. Ces garanties, en Belgique, elles étaient à hauteur d'à peu près 10% du PIB. C'est un montant qui est plus bas que dans des économies comme l'Italie et l'Allemagne, où on est largement au-dessus des 20%, mais dans l'ensemble, dans à peu près tous les pays, ces garanties ont été très peu mobilisées. Donc c'est surtout une série d'engagements très importants qui ont été faits aussi finalement pour rassurer le système financier, mais en pratique, pour le moment, c'est des garanties qui ont été très peu mobilisées. Et donc sur ce graphique, on voit vraiment les garanties, mais il y a aussi d'autres choses qui n'ont pas d'impact sur le déficit, mais qui peuvent être très utiles pour l'économie. Par exemple, les États, ils ont octroyé beaucoup d'aides spécifiques sous forme de prêts directs aux entreprises. Je pense par exemple à Brussels Airlines, qui bénéficiait d'un prêt. Il y a aussi toute une série donc, de sociétés qui étaient jugées viables et saines avant la crise du Covid, qui ont pu recevoir un soutien, des entreprises stratégiques, mais leur situation, le fait de recevoir un prêt devait se justifier par le fait que leur situation financière se soit dégradée donc, à cause du Covid. Et il y a aussi toute une série de reports, de paiements d'impôts, de taxes, de cotisations sociales. Quand on parle de report, évidemment, c'est juste un délai dans le temps qui ne vient pas directement alourdir le déficit public. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de mesures, une grande impulsion budgétaire, ça a fait chuter le solde de financement et ça a fait exploser les dettes, et pas que en Belgique, comme vous le voyez sur le graphique. Alors, vous voyez donc ici le petit point bleu, c'était le niveau de déficit en 2019, donc le solde de financement, et donc vous voyez son niveau en 2020, on voit qu'ils sont tous clairement descendus à la baisse. Quand vous regardez la ligne des moins 3%, vous voyez qu'on est clairement au-delà pour l'ensemble des grandes économies. 3%, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que 3%, c'est le niveau, quand on l'atteint, qui enclenche ce qu'on appelle une procédure pour déficit excessif par la Commission européenne. Donc il y a des règles budgétaires européennes à respecter. Ce seuil de 3% était assez important. Maintenant, on l'a clairement dépassé. Donc en moyenne, dans la zone euro, le déficit public, c'est 8,8% du PIB. C'est moins que dans les autres grandes économies, donc vous voyez les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, la Chine. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a aussi l'hétérogénéité dans la zone euro. Donc les pays qui bénéficiaient donc, depuis les années précédentes donc, d'une situation budgétaire plus favorable, qui avaient encore un excédent budgétaire, c'est les pays qui sont au-dessus de la ligne noire que vous voyez sur le graphique du haut, c'est des pays qui ont vu leur solde de financement se dégrader un peu moins. Par contre, donc des pays comme l'Espagne, l'Italie, la France, la Belgique, qui étaient déjà en territoire négatif en termes de déficit budgétaire, sont devenus donc encore plus négatifs. Ça rend les économies vulnérables en cas de choc, parce que les pouvoirs publics doivent pouvoir encaisser ce choc. Et donc c'est un défi, particulièrement donc, pour les économies pour lesquelles les pouvoirs publics avaient déjà donc, un déficit de financement. Le solde de financement se dégrade, donc quelles conséquences ? Forcément, ça fait augmenter la dette, surtout que les dettes démarraient déjà à un niveau plus élevé avant cette crise que le niveau qu'elles n'affichaient avant la crise financière de 2009. Sauf en Allemagne, qui avait accumulé quelques excédents budgétaires, mais l'Allemagne fait plus figure d'exception à cet égard. Et donc on voit, donc partie jaune sur le graphique en bas, que les dettes ont clairement augmenté suite au Covid-19. Et que finalement, les pays dont les dettes étaient déjà assez élevées, comme la Belgique et les autres pays que je vous ai cités précédemment, ont vu aussi une augmentation très marquée de leurs dettes, et certaines dettes ont augmenté à des niveaux qui frôlent l'insoutenabilité. Donc, au niveau européen, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, au niveau européen, les autorités européennes ont décidé de réagir. Elles ont réagi tout d'abord en assouplissant ou en suspendant toute une série de règles. La première suspension temporaire des règles, c'est ce qu'on appelle l'activation de la clause dérogatoire générale. C'est un terme assez compliqué qui, en fait, au final, est assez simple quand on l'explique. C'est que
les États et les pouvoirs publics doivent respecter ce qu'on appelle une trajectoire budgétaire, arriver progressivement à un équilibre ou en tout cas ne pas dépasser un certain niveau de déficit. Sauf que, étant donné les grandes mesures qu'il a fallu mettre en place, c'était des mesures coûteuses, les pays allaient clairement s'écarter de cet objectif qu'ils devaient progressivement atteindre. Et donc cette clause, la Commission européenne a dit que c'était finalement le bon moment pour la suspendre, pour permettre de donner cette grande impulsion budgétaire qui était nécessaire pour répondre aux conséquences économiques et sociales de la crise. Et donc les pays ont pu s'écarter temporairement de cet objectif budgétaire ou de la trajectoire qui doit conduire à sa réalisation. Et de manière complémentaire, on a aussi, au niveau européen, assoupli les règles en matière d'aide d'État. Les aides d'État, c'est quelque chose qui est assez réglementé au niveau européen, donc les gouvernements ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et le fait de pouvoir assouplir les règles en matière d'aide d'État, ça a permis au gouvernement de pouvoir aider toute une série d'entreprises stratégiques, comme Brussels Airlines, comme Avia Partner. Et donc la combinaison de ces deux mesures, l'objectif c'était quoi? C'est de mettre en place, de permettre la mise en place au niveau donc, des différents États une vaste impulsion budgétaire qui s'est avérée plus que nécessaire pour lutter donc, contre les conséquences de la pandémie. Maintenant, les autorités européennes n'ont pas fait qu'assouplir ou suspendre des règles. Il y a eu aussi de grands accords au niveau européen qui ont été décidés pour répondre de manière commune, finalement, aux conséquences de la crise qui touchait l'ensemble des États membres, même si parfois c'était à des degrés un peu divers. Et donc ce tableau résume en gros l'ensemble des réponses qui ont été apportées au niveau supranational, donc européen, face à la crise du Covid, donc d'abord dans la phase intense de la crise et ensuite dans une phase plutôt de reprise. Et donc ces réponses européennes, elles ont été il y a eu trois grandes dynamiques. Il y a eu d'abord, dès le début de la crise sanitaire, des réallocations budgétaires pour finalement un peu parer au plus urgent, avant de pouvoir faire encore davantage. C'est ce qu'on appelle ici donc l'initiative d'investissement en réaction au coronavirus. C'est sur base des crédits au budget 2020, on a réalloué certains budgets pour pouvoir répondre et parer au plus urgent. Ensuite, deuxième grande mesure, c'était en avril 2020, un grand plan de 540 milliards, dont je vais détailler les composantes après. Et dans un second temps, en juillet, donc l'été dernier, un grand plan de reprise, un plan de relance de 750 milliards d'euros. Donc, ce grand instrument de 540 milliards se décompose en trois mécanismes. C'est les mécanismes que vous voyez ici, donc de 240 milliards, de 100 milliards ici et de 200 milliards sur le slide. Ce premier instrument de 240 milliards, c'est une ligne de crédit qui était ouverte donc, auprès du mécanisme européen de stabilité, qui est en gros un dispositif de gestion des crises financières qui a été mis en place au niveau européen donc en 2011, pour financer les coûts directs et indirects des soins donc en matière de soins de santé liés à la crise du Covid. C'est un mécanisme qui a été mis à disposition des États membres, mais pour le moment, aucun État membre n'a encore fait appel effectivement. Le second mécanisme de 200 milliards, c'est en gros, via la Banque européenne d'investissement, destiné à financer des prêts aux entreprises pour assurer leurs besoins de liquidité. Donc les entreprises ont évidemment eu de gros problèmes de liquidité suite au Covid. Et c'est donc des lignes de crédit qui sont ouvertes pour les entreprises donc, des différents États membres pour leur permettre donc, d'accroître le support en liquidité. Pour le moment, donc, c'est 21 États membres qui ont bénéficié donc, de ces ouvertures de lignes de crédit. Dernier mécanisme, et là la Belgique va en bénéficier, c'est ce qu'on appelle le soutien à l'atténuation des risques de chômage. C'est un programme de 100 milliards, donc financé par une série donc, de prêts qui seront accordés aux États. C'est un mécanisme qui doit financer les mesures de soutien à l'emploi. En gros, en Belgique, c'est surtout le chômage temporaire, pour réduire la crise en termes de chômage. Et donc le chômage temporaire, c'est toujours mieux que du chômage durable, donc ce qui fait que ça va permettre aux États membres de financer les mesures de soutien. Le chômage temporaire est une mesure qui a été très très importante au cours de l'année 2020 et qui l'est encore aujourd'hui pour les secteurs qui souffrent encore du Covid. Et donc ça, c'est 100 milliards qui sont répartis en 18 États membres, dont la Belgique qui recevra des prêts d'à peu près 7 milliards d'euros. Enfin, le dernier plan, donc ici vraiment mais dans une phase de reprise, donc partie droite du slide, c'est 750 milliards qui ont été pris de manière complémentaire au grand accord budgétaire pluriannuel de 1100 milliards. C'est un accord qui est négocié au bout de certaines années, donc qui permet de financer le budget de l'Union européenne, c'est 1100 milliards, mais en plus de ces 1100 milliards, 750 milliards sont là pour financer des investissements au service de la relance économique. C'est un plan qui s'appelle Next Generation EU, qui est en gros sous forme de prêts ou de transferts aux États membres.
Les pays qui ont été le plus touchés par le Covid ou les pays donc, qui sont le plus en difficulté économiquement auront un soutien plus que proportionnel, mais la Belgique va aussi pouvoir bénéficier de ce plan. 5,9 milliards au cours des prochaines années. 5,9 milliards qui sont conditionnés au fait que donc, les gouvernements en Belgique, dont le fédéral, communauté, région, etc., vont devoir soumettre des projets d'investissement. Ces projets seront validés. S'ils sont validés par les autorités européennes, ça permettra effectivement de libérer ces fonds qui devront être donc particulièrement propices à la reprise et au renforcement donc, de l'économie, aussi pour faire face aux défis du futur. Donc ce slide résume finalement un petit peu ce qui a été fait. Donc, on a fait beaucoup au niveau européen aussi, de manière complémentaire à ce qu'on a fait au niveau des États. Et ça clôture la première partie de la présentation, qui était un peu une mise en perspective finalement. Évidemment, le Covid ne s'est pas arrêté aux frontières de la Belgique, loin de là. Mais donc c'est pour aussi bien souligner que les réponses budgétaires, elles ont été présentes partout et même au niveau européen. On va passer vraiment maintenant au cœur belge de la présentation, si je peux dire ça comme ça. Et donc, la pandémie a évidemment infligé un coup sans précédent aux finances publiques. Et donc, on va regarder dans les prochains slides certains grands indicateurs qui permettent un peu de mesurer comment ont évolué les finances publiques au travers les recettes, les dépenses, la dette, et de voir comment cette évolution s'est vue plus ou moins marquée donc, par la crise sanitaire. Le tableau que vous voyez, c'est un peu un tableau de synthèse qui présente les grands agrégats en finances publiques, ces grands agrégats qui permettent donc de voir un peu comment évoluer les recettes, les dépenses, la dette, les charges d'intérêt au cours des dernières années et particulièrement entre 2019 et 2020. Donc, tout est exprimé ici en pourcentage du PIB. Quand on regarde l'évolution des recettes, qu'est-ce qu'on observe ? On pourrait avoir l'impression que les recettes sont restées dans l'ensemble stables. N'oubliez pas qu'en 2020, récession économique qui veut dire baisse du PIB, il veut dire que tout ce qu'on exprime en pourcentage du PIB aurait subi aussi l'effet de la variation de ce PIB. Donc les recettes ont finalement baissé dans une même ampleur que le PIB. Elles sont dans l'ensemble, donc en pourcentage du PIB, restées stables, mais ça ne veut pas dire qu'en termes nominaux, elles n'ont pas fortement diminué. Par contre, donc, les dépenses primaires, et c'est là qu'on voit une évolution qui est assez marquante, c'est qu'elles ont explosé entre 2019 et 2020. Elles ont d'autant plus explosé que c'est un chiffre en pourcentage du PIB qui est un PIB réduit en 2020 par rapport à 2019. C'est très important d'avoir ça en tête aussi par la suite. Qu'est-ce qui se passe quand les recettes diminuent et que les dépenses explosent ? Forcément, le solde primaire se dégrade, recettes moins dépenses. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les charges d'intérêt, par contre, elles sont en baisse depuis plusieurs années grâce à des conditions de financement qui sont ultra favorables pour le moment. Et donc, la crise du Covid n'a pas eu un impact significatif sur les charges d'intérêt parce que les mesures de soutien, elles ont pu être financées à travers une émission de dette avec un taux d'intérêt qui était proche de zéro, voire même négatif pour certaines échéances. Et donc au niveau de la dette, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'on passe de 98% du PIB en 2019 à plus de 115% du PIB en 2020, ce qui est une augmentation gigantesque de près d'un sixième. Et c'est quelque chose qui va avoir aussi des conséquences très importantes pour les finances publiques au cours des prochaines années. J'y reviendrai dans la suite donc, de la présentation. Donc, cette dégradation du solde de financement, elle est quasiment entièrement imputable à la crise du Covid. Donc ici, vous voyez donc les 10% donc, de dégradation du solde de financement, qui est le solde primaire, donc plus les charges d'intérêt. C'est plus de 10% de dégradation quand on regarde, il y a les mesures de soutien et donc les mesures qui sont les mesures discrétionnaires, mais il y a aussi tout ce qui est stabilisateur automatique. Quand on met tout ça ensemble, on voit que ça a un impact sur le solde de financement, donc un impact très large. Et on croit que le Covid est responsable de la majeure partie de la dégradation des finances publiques en 2020. Cela étant, vous voyez que le morceau gris ici en 2020, moins 2,4%, est quand même un peu plus important que le morceau que vous voyez en 2019, ce qui veut dire que les finances publiques se seraient, selon les prévisions de la banque, quand même légèrement dégradées en 2020 sans la crise du Covid, la crise du Covid ayant provoqué une dégradation nettement plus importante. Donc ça, c'est le graphique de gauche, c'est vraiment un agrégat pour l'ensemble des administrations publiques, mais on peut regarder par sous-secteur et donc voir finalement ces 10% de déficit, est-ce qu'ils incombent plus au fédéral, aux communautés et régions ? Et finalement, ce déficit, on observe que 3/4 de ce déficit est en fait le fait des autorités fédérales et de la sécurité sociale, les communautés et régions étant responsables du reste, à peu près 2,8% du PIB. Pour les communautés et régions, les pouvoirs locaux sont
absent de ce graphique, on peut dire ça comme ça, tout simplement parce que les finances des pouvoirs locaux ont moyennement souffert donc, de la crise sanitaire, pour la bonne et simple raison qu'ils ont reçu toute une série de compensations des autres pouvoirs, donc au niveau belge, que ce soit au niveau des communautés, régions ou le fédéral, ce qui explique qu'ils ont dans l'ensemble pu garder leurs finances quasiment en équilibre par rapport donc, à l'année 2019. Alors, sur le slide suivant, comme je l'ai dit, la baisse des recettes et l'augmentation des dépenses ont atténué l'incidence de la crise, mais ont eu des conséquences gigantesques pour les finances publiques. Vous voyez sur le graphique de gauche exprimé en milliards d'euros et le graphique de droite en pourcentage du PIB, ça donne un écart de 36 milliards. 36 milliards, ça fait 8,1% du PIB, et donc ce qui est quand même colossal et qui est une situation complètement différente que ce qu'on aurait pu envisager donc, avant la crise sanitaire. Dans ces 36 milliards, il y a les stabilisateurs automatiques et les mesures discrétionnaires. Les stabilisateurs automatiques ont représenté moins de la moitié du stimulus financier des administrations publiques. Et donc, ce qui reste, ce sont les mesures discrétionnaires. Ces mesures qui ont été prises spécialement pour faire face à la crise du Covid, 22 milliards. Ces 22 milliards donc, représentent la majorité de la dégradation donc, du solde budgétaire. Et tant l'administration fédérale que la sécurité sociale et les communautés régions ont pris des mesures en fonction donc, de leurs compétences qui leur étaient propres. Et donc le slide suivant est un slide très important à cet égard parce que c'est un slide qui résume finalement mais ces 22 milliards de mesures discrétionnaires, ces mesures qui ont été prises justement et spécifiquement pour faire face au Covid. Finalement, ces mesures, c'est quoi? Donc c'est 22 milliards, c'est à peu près 5% du PIB. 3/4 pour le fédéral, 1/4 pour les communautés et régions. Et ces grandes mesures, en fait, on peut les résumer en 3 grandes catégories. 3 grandes catégories. Tout d'abord, gestion de la crise sanitaire. Ensuite, soutien aux revenus des ménages et soutien aux entreprises et aux entrepreneurs indépendants. 22 milliards, c'est colossal. Ça ne veut toutefois pas dire que tout le monde a réussi à avoir l'aide dont il avait besoin. Et je pense que c'est un message très important aussi à faire passer, c'est que, évidemment, c'est important, mais dans l'urgence, parce que parfois simplement on pouvait avoir des difficultés d'accès aux informations pour savoir si on pouvait avoir une aide ou pas, parce que les services ont été débordés aussi, finalement, il y a toujours des individus ou des entreprises qui passent dans les mailles du filet, voire même dans les mailles des nombreux filets que les pouvoirs publics ont déployés pour amortir ces conséquences de la crise. Et donc, ceci étant dit, ça arrive, c'est très dommageable, ces montants sont gigantesques, mais donc le but non plus n'est pas de dire que ces 22 milliards ont répondu à tout, c'est pas du tout l'objectif non plus, mais voilà, c'est important d'avoir ça dans un coin de votre esprit. Mais donc, de ces 22 milliards, 6 milliards pour la gestion de la crise sanitaire. 6 milliards pour la gestion de la crise sanitaire qui était essentiellement gérée par le pouvoir fédéral. C'est quoi? C'est en gros l'achat de matériel de protection pour le personnel soignant, c'est le remboursement des tests de dépistage, le centre de triage, les masques buccaux que chaque citoyen a reçus. Pareil pour les entités fédérées, donc il y a eu toute une série d'achats de matériel de protection, de soutien aux hôpitaux qui étaient sous compétence régionale. Et en parlant justement donc des hôpitaux, ils ont eu une double peine en fait avec le Covid, c'est-à-dire qu'ils ont eu des coûts supplémentaires liés à la gestion de la crise sanitaire, au fait de pouvoir accueillir des patients Covid. Ça représente des coûts supplémentaires auxquels il a fallu faire face. Mais d'un autre côté, pendant les phases intenses des confinements, tout ce qui était consultation et hospitalisation non urgente ont été reportés. Mais ça, c'est aussi une source de revenus pour les hôpitaux. Et donc, l'un dans l'autre, ils ont eu finalement ce qui est un peu arrivé au pouvoir public pendant la crise, c'est qu'ils ont eu une explosion des dépenses et une baisse des recettes, et il a fallu compenser les hôpitaux pour qu'ils puissent continuer à assumer leurs fonctions, ce qui est évidemment vital pendant la crise. Donc ça, c'est pour le volet gestion donc, de la crise sanitaire. Ensuite, pour le soutien aux revenus des ménages, là, c'est à peu près 9 milliards d'euros. Et c'est des mécanismes que vous connaissez certainement. Donc les mécanismes principaux, c'est le chômage temporaire pour les salariés, le droit passerelle pour les indépendants. Donc ça, c'est évidemment le pouvoir fédéral qui s'en est chargé. C'est des mécanismes qui existaient avant la crise sanitaire, mais c'est des mécanismes qui ont été assouplis et étendus. C'est pour ça aussi que c'est considéré comme des mesures discrétionnaires. Il y a aussi d'autres prestations sociales, et une série de primes, donc des interventions au niveau fédéral. Par exemple, les demandeurs d'emploi ont eu une suspension de la dégressivité des allocations. Ceux qui bénéficiaient d'un revenu d'intégration et d'autres aides sociales, ils ont eu un complément mensuel. Les régions sont intervenues aussi pour le paiement des factures d'énergie, pour l'adaptation de certains loyers sociaux. Mais l'essentiel du soutien aux revenus des ménages incombe au pouvoir fédéral.
par le biais de la sécurité sociale, des allocations de chômage, du droit passerelle, etc. Par contre, le soutien aux entreprises, la répartition entre le fédéral et les communautés des régions est plus nuancée. On voit que c'est les régions qui ont dépensé le plus, étant donné que les régions c'était plus dans leur domaine de compétences, simplement. Le soutien donc du choc aux entreprises, c'est en partie, et ça vous en avez certainement entendu parler, les primes en cas de fermeture forcée ou de forte baisse du chiffre d'affaires. C'est des primes qui ont été accordées de manière forfaitaire au début dans les 3 régions du pays, donc les conditions étaient parfois un peu différentes au sein des différentes régions, et ça a été donc des primes qui étaient destinées donc à compenser les pertes de revenus des entreprises qui étaient obligées de fermer ou bien qui avaient un chiffre d'affaires très réduit. Elles ont été forfaitaires au début, mais elles ont été à la fin un petit peu réformées, réadaptées pour qu'elles s'adaptent aussi finalement à la structure des entreprises, à la taille des entreprises, en fonction de la perte de chiffre d'affaires par exemple. En Flandre et en Wallonie, il y a eu ce genre de mécanisme. À Bruxelles, dans l'ensemble, les primes sont restées forfaitaires, sauf pour les secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire. Il y a eu aussi toute une série de mesures fiscales pour renforcer la solvabilité des entreprises. Donc c'est plus en termes de comptabilité, si je peux dire ça comme ça. Il y a des possibilités de constituer des réserves exonérées d'impôts. Et donc il y a aussi des réserves de reconstitution pour pouvoir conserver dans le bilan des entreprises des futurs bénéfices. Donc toute une série d'engagements peut-être un peu plus structurels aussi pour non pas faire part aux besoins les plus urgents en termes de liquidité. Ça, les primes dont je viens de parler étaient très utiles pour ça, mais aussi pour pouvoir, dans le futur, permettre aux entreprises de redémarrer avec un bilan comptable suffisamment solide. Il y a eu aussi donc toute une série d'aides à des branches d'activité spécifiques. Évidemment, je pense à l'ORECA. Je pense donc aussi par exemple à des entreprises qui ont subi des grosses pertes de chiffre d'affaires, à la SNCB qui a reçu des grandes compensations parce que évidemment quand les gens étaient chez eux, ils ne prenaient plus le train, donc il y a eu des baisses d'activité qu'il a fallu compenser. Au niveau des entités fédérées, il y a eu des compensations aux crèches, aux entreprises de titres-services, aux entreprises de travail adapté, au secteur culturel aussi. Et donc évidemment, la session précédente l'a bien montré, tous les secteurs n'ont pas été touchés par la crise de manière équivalente, et donc évidemment certains secteurs méritaient une attention spécifique et une aide spécifique, et ces secteurs ont pu recevoir dans la plupart des cas des aides donc, qui étaient spécifiques. Donc ça clôture un peu, donc ce slide, c'est 22 milliards de mesures discrétionnaires, c'est beaucoup, on a fait beaucoup de choses différentes, c'était évidemment nécessaire et approprié compte tenu de l'ampleur de la crise sanitaire. Et donc ces mesures discrétionnaires, combinées aux stabilisateurs automatiques, ont eu un effet évidemment sans précédent sur le taux d'endettement. Alors, le taux d'endettement en Belgique, donc, il était quand même en diminution ces dernières années. Vous voyez sur le graphique de gauche qu'entre 2014 et 2019, la diminution était dans l'ensemble progressive et ça diminuait petit à petit, mais ça baissait quand même. 2020 évidemment marqué un grand point de rupture par rapport à cette tendance. Et donc le taux d'endettement a fortement progressé. On est à 98% du PIB, comme je vous l'ai dit en début de présentation. On est à plus de 115%. Il faut savoir que l'augmentation de la dette en Belgique, suite au Covid, est un peu plus marquée que l'augmentation de la dette en moyenne dans la zone euro. Premier élément important. Second élément important, c'est que la vitesse de désendettement, donc la vitesse à laquelle la courbe baisse, était un peu moins marquée en Belgique qu'en moyenne dans la zone euro. Donc, ce qui veut dire que le désendettement était moins rapide que ce qu'on a pu observer en moyenne donc, ces dernières années dans la zone euro. Alors, finalement, évidemment, le Covid est responsable de la majorité de l'explosion de cette dette, même si les finances publiques étaient déjà sous pression avant la crise. Et donc, ici, on exprime la dette en pourcentage du PIB, comme je vous l'ai dit il y a quelques slides. Quand on exprime une dette en pourcentage du PIB et que le PIB diminue, mécaniquement, ça fait augmenter la dette. Et donc, quand on exprime cette dette en pourcentage de la richesse qu'on crée et que la richesse diminue, ben forcément, ce taux d'endettement, il augmente. Premier mécanisme, donc, il faut augmenter le taux d'endettement. Et évidemment, après, toutes les mesures qu'il a fallu financer ont eu un impact sur le déficit qui s'est fortement dégradé en 2020. Par contre, comme je vous l'ai dit aussi, les charges d'intérêt, elles, malgré l'explosion du taux d'endettement, elles n'ont pas augmenté. Il y a deux dynamiques qui peuvent faire varier les charges d'intérêt. Il y a soit l'effet donc, de l'augmentation du taux d'endettement, mais le taux d'endettement, même s'il a augmenté, comme je vous l'ai dit, les taux sont tellement bas que l'État peut se financer quasiment gratuitement sur les marchés financiers. Et donc, peu importe l'ampleur du déficit qui était causé par le Covid,
Ce déficit, on a pu le financer grâce à ces conditions de financement exceptionnelles, à moindre coût, voire même gratuitement pour certaines échéances. L'État a même été rémunéré potentiellement pour des emprunts à plus court terme. On le voit sur le graphique de droite. Donc en moyenne, le taux à 10 ans, qui est un peu le taux de référence qu'on regarde en finances publiques, il était négatif sur l'ensemble de l'année 2020. Donc ça veut dire que en moyenne, pendant l'année, si l'État n'avait emprunté qu'à 10 ans, il aurait été rémunéré pour emprunter. Et donc, qu'est-ce qui peut faire baisser les charges d'intérêt, au-delà du fait de ne pas les faire augmenter par les nouveaux emprunts? C'est la variation du taux d'intérêt implicite. Le taux d'intérêt implicite, c'est le taux qu'on paye en moyenne sur l'ensemble de notre dette. Et ce taux, on voit sur le graphique de droite, qui n'arrête pas de baisser. Pourquoi? Parce que grâce au faible taux d'intérêt, on a pu refinancer la dette à des taux beaucoup plus avantageux que ce qu'elle n'avait été contractée auparavant. Par exemple, en 2020, la dette qu'il faut refinancer chaque année, ces milliards-là, ils avaient été financés à des taux compris entre 3 et 4 %. Mais quand on refinance une dette qui était émise à entre 3 et 4 % à des taux qui sont proches de zéro, évidemment, ça crée des marges qui sont gigantesques, même si ici, graphiquement, ça peut paraître petit. La baisse en 2020, c'est 700 millions d'euros d'économies en charges d'intérêt par rapport à l'année 2019 pour l'ensemble des administrations publiques. Donc, ce n'est pas rien. Alors, un point peut-être avant de passer encore à ce slide-là, c'est que les besoins de financement, ils ont été plus importants en 2020. Il a fallu financer ces mesures de soutien, on n'aurait pas pu le prévoir en début d'année, mais donc il a fallu emprunter plus sur les marchés, mais cette pression supplémentaire n'a pas eu donc de variation sur les charges d'intérêt. Au final, concernant finalement qui détient la dette publique belge, vous voyez ici une évolution sur le slide depuis les années 2000 et l'émergence de cette zone grise de plus importante. Cette zone grise, c'est quoi? C'est la part de la dette publique qui est détenue par les banques centrales, ici par la Banque nationale. Suite aux interventions plus directes de la BCE sur les marchés secondaires pour racheter des titres publics, la part de la dette belge détenue par la Banque nationale est passée d'à peu près 2% en 2014 à peu près 15% donc en 2020. De manière complémentaire, on voit que la part donc, des autres résidents belges a diminué d'une manière plus ou moins proportionnelle. Chose intéressante aussi, la moitié de la dette belge, c'est un pourcentage qui est assez constant, est détenue en Belgique. La moitié de la dette publique belge donc, est détenue par des non-résidents. Et donc la moitié de la dette belge n'est pas détenue par des résidents belges. Donc ce volet clôture donc la partie vraiment du cœur de la crise aussi du Covid, donc l'impact sur les finances publiques, mais c'est très important, et on va le faire pour clôturer la présentation, de prendre un peu de hauteur en fait par rapport à tout ça. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre un peu de hauteur? Parce que finalement, comme j'ai dit, il y a des défis qui pèsent sur les finances publiques et des défis qui vont avoir un impact de plus en plus important sur les finances publiques au cours des prochaines années. Et ces défis, il va falloir y répondre et garantir la soutenabilité de la dette. Soutenabilité de la dette, c'est quelque chose qui sera aussi très important, qu'on va définir ensemble et voir pourquoi c'est important. Alors, le recul du PIB qu'on observe suite à la crise du Covid, ça va entraîner une dégradation durable des finances publiques. Vous le voyez sur le graphique, donc le solde de financement. Même avant le Covid, on était loin d'un équilibre structurel. Donc vous voyez l'impact du Covid en 2020, impact gigantesque. Et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Évidemment, le déficit va progressivement se réduire. Mais il ne va pas se réduire dans une mesure suffisante parce que quand on compare les projections de la banque donc avant le Covid et la situation donc, après le Covid, le déficit il reste à peu près 2 fois plus élevé que ce qu'on observait avant la crise. On va tourner aux alentours des 6%. C'est gigantesque et c'est donc un déficit qui serait pour 3/4 pour l'administration fédérale et pour 1/4 pour les communautés et régions. Le taux d'endettement qui n'est pas sur le graphique va continuer lui aussi à progressivement augmenter. On atteindra à l'horizon 2023 environ 120% du PIB. Donc la dynamique de la dette publique belge est toujours donc, vers une augmentation progressive d'année en année. C'est un défi parce que des finances publiques qui ne sont pas en équilibre, c'est des finances publiques qui ne peuvent plus difficilement répondre aux défis et aux futures crises qui peuvent arriver. Donc c'est très important aussi d'avoir des finances publiques saines et c'est un défi sur lequel il va falloir donc s'atteler au cours des prochaines années. Et
Finalement, le Covid a pris une très grande place dans nos vies et dans les finances publiques en 2020, mais ça ne doit pas aussi faire oublier toute une série de tendances structurelles qui pèsent sur les finances publiques. Par tendance structurelle, je pense entre autres aux prestations sociales, au coût du vieillissement de la population. Ce n'est pas des choses qui se sont subitement arrêtées en 2020, que du contraire. Et donc le vieillissement de la population, l'explosion des prestations sociales, c'est quelque chose qui va aussi alourdir les finances publiques au cours des prochaines années. Vous voyez qu'ici, à l'horizon 2045, le coût des prestations sociales, donc les soins de santé, les pensions, etc., ce sera plus de 5% du PIB plus élevé que ce à quoi on pouvait s'attendre en 2019. Vous voyez l'explosion des dépenses donc, en prestations sociales liées au Covid en 2020. Et le fait que ça restait un petit peu structurellement au-dessus, c'est aussi lié au fait que le PIB va rester plus bas que ce qu'on pouvait l'espérer avant la crise. Donc, deuxième défi pour les finances publiques. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes liées à la reprise, liées à la durée de la pandémie, mais ça ne doit pas nous empêcher, sur base de réflexions qui peuvent être très simples, d'imaginer comment peuvent se comporter les finances publiques au cours des prochaines années. C'est ce qu'on a fait donc sur le slide ici. Sur la partie de gauche, vous voyez l'évolution du solde de financement et du taux d'endettement, donc sur la partie de droite. On a fait différents scénarios. Un scénario de base où, en gros, on regarde donc, quelles sont les prévisions économiques de la banque donc, pour le solde de financement. On va rester plus ou moins près de 6% jusqu'en 2022. On ne va rien faire bouger d'autre dans cet exercice de simulation que l'évolution du PIB. Dans un scénario optimiste, il croît 3% plus vite, courbe verte, et dans un scénario pessimiste, il croît 3% moins vite. Quel est l'impact sur le solde de financement à l'horizon 2030 ? Dans le scénario de base, on converge progressivement vers les 7%, scénario optimiste vers les 5%, et scénario pessimiste vers les 9%, ce qui est gigantesque. Et comment va se comporter la dette ? On voit que le scénario de base, 140% à l'horizon 2030, scénario optimiste 120%, scénario pessimiste 160%. Et donc c'est clairement vers des niveaux de dette qui sont insoutenables. Qu'est-ce qu'on doit retenir de manière très simple de ce slide ? C'est que même dans un scénario optimiste qui n'est pas si éloigné que la situation qu'on pouvait espérer avant le Covid, ce scénario optimiste implique un effort budgétaire significatif, non pas pour réduire la dette, mais déjà pour arrêter de la faire augmenter. Et ça aussi, c'est un défi important. Donc finalement, assainir les finances publiques, ça peut se faire comment ? Ce n'est pas bien compliqué en termes de concept. C'est soit on augmente les recettes, soit on diminue les dépenses. Augmenter les recettes, ça va être compliqué parce que les marges sont presque inexistantes. La Belgique est un des pays où la pression fiscale est la plus élevée. Donc la consolidation, elle devra reposer en gros sur les dépenses. Le problème, c'est qu'en effet, on dépense beaucoup. On dépense plus en moyenne en Belgique que dans la zone euro. Les dépenses sont plus élevées. Vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, mais le problème, c'est que dépenser beaucoup, ça ne veut pas forcément dire dépenser bien. Et donc, il faut aussi pouvoir entamer une réflexion sur la maîtrise des coûts, l'amélioration des performances, de l'efficacité des services publics pour rendre les dépenses publiques aussi efficientes que possible. Améliorer l'efficacité, c'est soit de faire mieux en termes de performance avec des dépenses constantes, c'est soit de faire tout aussi bien en dépensant moins. Et donc, là aussi, il y aura des efforts à faire au cours des prochaines années, pour garantir la soutenabilité des finances publiques. Et ça m'amène aux deux derniers slides de ma présentation. La soutenabilité des finances publiques. Finalement, c'est un terme qu'on entend souvent, qu'on dit attention, soutenabilité, mais qu'est-ce que c'est finalement ? Oui, les taux sont bas, est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète de la soutenabilité des finances publiques ? Alors, évidemment, accumuler de la dette, c'est quelque chose qui peut être utile à la société. On l'a bien vu en 2020, donc il a fallu pouvoir emprunter massivement sur les marchés pour financer les différentes mesures de soutien qui ont permis d'amortir le choc économique et social de la crise. Ça peut aussi, l'endettement public, financer des dépenses productives, des dépenses en infrastructure. Et donc finalement, si le bénéfice de ces dépenses est supérieur au coût de financement de cette dette, j'ai envie de dire, ok, c'est une dette publique qui est souhaitable. Mais par contre, il y a des limites à ne pas dépasser. Et c'est des limites qui peuvent engager la crédibilité du gouvernement, et ça, c'est dévastateur. Et donc, cette limite, donc, pour garantir donc, la solvabilité des pouvoirs publics, c'est quoi ? Et un pouvoir public qui est solvable, c'est un pouvoir public qui doit pouvoir s'acquitter de ses obligations financières présentes et futures sans devoir mener des politiques économiques qui sont soit destructrices économiquement ou qui ne sont pas tenables socialement. Donc la dette publique peut être désirable, mais il y a évidemment un point de basculement qu'il faut éviter à tout prix de franchir. Parce qu'une fois qu'on passe, et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'une fois qu'on passe ce point de basculement, ça veut dire qu'on peut imaginer qu'un État puisse faire défaut. Un État qui fait défaut, ça va en gros
supprimer en fait le titre d'actif sans risque en fait des titres publics. Et le risque d'un défaut, c'est un peu une clé de voûte qui peut avoir une série de réactions en chaîne qui peuvent être dévastatrices pour les finances publiques et pour l'économie dans son ensemble. Parce que si on commence à douter de la crédibilité de l'État en termes d'emprunteurs, donc sans risque, le doute sur cette crédibilité va pouvoir aussi amener du doute sur la détermination des primes de risque de l'ensemble donc du secteur financier. Ça va avoir des impacts sur les décisions d'épargne des individus et des entreprises, les décisions d'investissement. Et c'est le début de toute une série de réactions en chaîne qui peuvent conduire à des destructions massives de richesses, à l'implosion du système financier, à des pertes d'emplois qui touchent a priori d'abord les plus vulnérables. Donc c'est des choses qu'il faut absolument éviter à tout prix et donc ne pas faire déraper l'endettement public. Donc, pour ce dernier slide, finalement, OK, la soutenabilité, c'est important, pas que pour les finances publiques, mais qui est responsable de la soutenabilité? La soutenabilité, c'est en gros, essentiellement et uniquement le travail et la charge des gouvernements. Évidemment, les autorités européennes et la Banque centrale en particulier sont intervenues massivement sur les marchés pour acheter des titres publics, mais ça n'engage absolument rien au partage des responsabilités. La Banque centrale s'occupe de la stabilité des prix et les gouvernements de la soutenabilité de la dette. Et il ne faut pas. Ces responsabilités sont inchangées malgré la crise. Et donc, évidemment, il y a des interactions entre les deux, mais finalement, le business de chacun est clairement défini et c'est très important. Et donc, comment est-ce qu'on garantit la soutenabilité de la dette? Mais il faut contrôler son sol budgétaire. Donc, recettes moins dépenses. Peu importe le niveau des taux d'intérêt. Évidemment, c'est plus facile de le faire quand les taux d'intérêt sont bas et quand le PIB augmente vite. Ça évite des dérapages mécaniques un peu du taux d'endettement, mais on ne peut pas faire l'hypothèse que les taux vont rester bas indéfiniment. On ne peut pas baser la politique budgétaire sur le fait que les taux vont rester bas pendant encore des années. Ce serait imprudent et surtout ça exposerait encore davantage de risques en cas de remontée des taux d'intérêt. Donc pour conclure cette présentation, maîtriser la dette publique, c'est une conclusion qui est peut-être un peu forte, mais qui est, à mon avis, assez justifiée. Maîtriser la dette publique, c'est un peu un défi qui est comparable à lutter contre le réchauffement climatique. La soutenabilité de la dette publique, si on la néglige, ça peut pénaliser, comme le réchauffement climatique, très lourdement les générations futures, et ça expose la société à franchir des points de basculement qui sont irréversibles. Et c'est très important, évidemment, pour le réchauffement climatique et certainement pour les finances publiques, de pouvoir contenir ces risques. Contenir ces risques aujourd'hui de manière robuste et durable pour pouvoir répondre aux défis de demain. Et on l'a vu tout au long de cette présentation, ces défis sont très très nombreux. Voilà qui clôture donc ma présentation. Et je serai ravi donc de répondre à vos questions. Merci Hervé. Ce n'est naturellement pas facile d'être passionnant quand on a tant de chiffres à citer. Tu y es arrivé, merci beaucoup. Ta présentation a suscité naturellement des questions. Je vais essayer de les rassembler de façon à ce qu'on évite d'avoir plusieurs fois des réponses similaires. Alors, tu en as parlé, entre autres, tout à la fin, tu as rappelé l'importance des taux bas, y compris sur la soutenabilité de la dette. Mais les taux longs ont en fait tendance ces derniers jours à remonter. Une tension à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il y a évidemment un risque de voir le coût de la dette augmenter relativement rapidement? On peut naturellement supposer que cela est lié à la duration actuelle de la dette, mais in fine, on a émis des hypothèses, mais quels sont les risques liés aux hypothèses si celles-ci nous étaient défavorables? Et quelles réponses pourrait-on y apporter? Donc, concernant l'augmentation des taux d'intérêt, en effet, on voit que au cours des dernières semaines, et en particulier depuis début 2021, les taux augmentent progressivement. Je ne vois pas vraiment ça comme une remontée, je vois plus ça comme un frémissement, c'est-à-dire que pour le moment, le taux à 10 ans jusqu'à hier, je pense, était encore à zéro. Ce qui veut dire qu'on est encore très loin des taux auxquels la dette a été financée dans le passé. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on se refinance à des taux avantageux et ces taux restent avantageux finalement pour la dette tant qu'on peut refinancer les emprunts qui viennent à échéance à des taux plus intéressants qu'auxquels les titres n'ont été émis. Ce sera encore clairement le cas au cours des prochaines années parce que les taux donc, les taux auxquels la dette qui arrive à échéance a été négociée sont encore compris entre 3 et 4%. C'est un premier élément maintenant.
c'est clair que si les taux remontent, financer la nouvelle dette, donc le financement du déficit, ça va être un challenge. L'agence de la dette, l'agence fédérale de la dette est évidemment très sensible à ce genre de risque. Et qu'est-ce qu'a fait l'agence de la dette depuis plusieurs années? Pour se prémunir face à ce risque de refinancement, ils ont augmenté la maturité de la dette. Ça veut dire qu'en gros, au lieu de se refinancer à 10 ans, on peut se refinancer à plus longue échéance. Gros avantage, ça évite de devoir se refinancer trop souvent, et donc ça limite les risques de refinancement. C'est des risques qui peuvent être élevés quand la dette publique est élevée. On se protège aussi contre une augmentation des taux si on doit moins se refinancer. Donc c'est vrai que les taux peuvent remonter. Maintenant, je ne suis pas trop inquiet en termes pour la soutenabilité de la dette à court terme, parce qu'on part d'un niveau tellement bas que les hausses pour le moment sont assez limitées, et on ne peut pas exclure, comme tu l'as dit, que c'est une hausse qui est liée aussi aux incertitudes liées à la crise sanitaire, mais les incertitudes vont finir par baisser aussi. Donc pas de gros risques à court terme, en tout cas pour la dette publique belge. Merci. Une question qui est quasi une question philosophique. Est-ce qu'on a déjà mesuré l'influence du niveau de la dette sur la confiance des ménages et des entreprises, et donc sur leur propension à générer de la croissance? C'est philosophique presque, c'est vrai, mais non, c'est vrai que le canal par lequel en fait, tout est une question aussi de crédibilité des pouvoirs publics. C'est pour ça que c'est important la soutenabilité, c'est que tant qu'on a confiance dans les pouvoirs publics et qu'on considère que les titres publics sont des titres sans risque, entre guillemets, tous les signaux sont au vert. Ce qui veut dire que pour définir les primes de risque pour les ménages et les entreprises, donc c'est les taux d'intérêt qu'ils doivent payer en cas de décision d'investissement, et ça influe aussi les décisions d'épargne. Tant que tout ça est au vert, évidemment, donc tout va bien. Maintenant, c'est vrai que il n'y a pas à mon sens, je ne connais pas d'étude qui ait pu quantifier ça de manière très précise, parce qu'il y a énormément de choses qui font varier les décisions d'épargne et d'investissement, mais tant qu'il y a cette confiance dans la crédibilité des gouvernements, les décisions d'épargne des individus et des entreprises peuvent en tout cas se faire sans devoir prendre en considération le risque qu'on a peur qu'un État fasse défaut. Et c'est ça qui est important. Merci. Est-ce que la Banque a eu l'occasion de comparer les effets différenciés entre le plan Biden et le plan de l'Union européenne? Je pense que c'est fort tôt. Donc c'est des plans qui vont s'échelonner sur plusieurs années. Donc on les a lancés. Je pense qu'il faudra vraiment beaucoup de recul. Évidemment, c'est des plans simplement, mais par exemple les plans de relance au niveau européen, les projets pour la Belgique doivent encore être validés. Donc on a encore un grand niveau d'incertitude. Donc pour voir quelle relance pour nos économies, et donc quelle relance aussi via ces investissements publics. Donc je pense qu'il est encore trop tôt, et c'est vrai qu'il faut rester optimiste et positif dans la relance, mais je pense que ça, il faudra encore davantage de recul pour avoir quelque chose d'étoffé, de crédible et de scientifique sur la question. Justement, une question à propos du plan de relance européen, cette fois-ci strictement. Est-ce que la Banque s'est lancée dans une analyse, ou compte-t-elle le faire, en ce qui concerne la pertinence des options prises par les régions au niveau des dépenses liées, enfin l'engagement de ces dépenses liées au plan de relance? Alors c'est vrai que c'est forcément un sujet d'attention, évidemment. C'est des plans qui seront très importants, et donc certainement on sera attentif à ça. Maintenant, c'est toujours difficile aussi de voir donc qu'est-ce qui fait un bon projet, parce qu'il y a beaucoup de critères dans ce plan de relance. C'est pas que de la relance économique, il y a aussi des projets qui doivent aussi garantir la transition vers une économie numérique, une économie qui est faiblement carbonée. Donc, comme tous ces projets, ce sera aussi une question un peu de compromis entre ce qu'on aimerait faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on va effectivement financer. Mais c'est vrai que, j'invite pour ça ceux qui nous regardent à consulter régulièrement la revue économique de la Banque. Je pense qu'il y a des projets qui sont intéressants, qui sont menés par des collègues au sein du département des études, et qui pourront en tout cas apporter des premières réponses à ces questions. Mais comme je le dis, finalement, il faudra voir ça à long terme, et ces plans n'ont pas encore été tous décidés. Donc patience, mais évidemment c'est un sujet de grande attention dans l'avenir. J'ai une dernière question qui bien franchement m'a étonné moi aussi, mais je pense qu'on pourrait essayer de la traiter. Est-ce que l'idée qui a été relancée, c'est pas une idée neuve, elle a été relancée il y a quelques semaines, est-ce que l'idée du revenu universel pourrait être une réponse au niveau, donc la question est liée à ton exposé, est-ce que le revenu universel pourrait être une réponse
au problème de financement de la sécurité sociale? Ou est-ce qu'on n'a jamais étudié cette question? C'est vrai que ça revient souvent. À titre personnel, je pense qu'il faut aussi peut-être avoir en tête bien ce que ça implique un revenu universel, c'est-à-dire que, évidemment, l'idée est très intéressante et mérite d'être analysée. Maintenant, un revenu universel, ça veut dire que si c'est universel, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut sacrifier pour pouvoir faire ce revenu universel? Parce qu'on ne peut pas garder les systèmes tels qu'ils sont comme aujourd'hui et rajouter une couche d'un revenu universel qui finalement ne serait plus si universel que ça. Donc c'est vrai que, voilà, je pense que c'est une question qui mérite d'être, d'un point de vue économique, pas seulement au niveau du concept, qui mérite d'être traitée. Je pense qu'en tout cas, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet qui mérite de l'attention. En tout cas, en finances publiques, clairement, un revenu universel aura des conséquences. Donc, les finances publiques sont dans l'état dans lequel je vous ai présenté au cours de la dernière session. Ça doit faire aussi partie de l'équation, c'est-à-dire que les choix qu'on fait en termes d'allocation, qu'elles soient universelles ou pas, ont des conséquences sur les finances publiques. Donc, vaste sujet, question très intéressante, mais je pense qu'en effet, il faut en tout cas bien peser toute la mesure de ce qu'implique un revenu universel. Et aussi, c'est un choix comme un autre, un revenu universel, on doit être, je pense, ouvert, mais choisir quelque chose, c'est aussi ne pas choisir de faire plein d'autres choses. Donc, il faut toujours mettre ça un peu en équation, parce que les réalités sont complexes. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà qui clôture la deuxième session de cet après-midi. Et j'ai reçu une question que je vais laisser au prochain orateur. Donc il est déjà prévenu. La première question que le prochain orateur recevra est: le secteur financier n'est-il pas en danger aussi? Avec des taux anormalement bas pour des prêts à long terme, comment les banques pourraient-elles résister à une augmentation forte des taux? C'est en dehors de la problématique des finances publiques, mais ça fait une magnifique transition vers l'exposé qui va suivre, qui sera mené par Alexandre Reginster et qui va nous parler justement du risque, de l'impact sur les banques commerciales de cette crise, d'éventuels, dépendant de l'impact des défauts de paiement, parce que des défauts de paiement, il y en aura, et quelles sont les réponses qu'apportent les régulateurs à ces questions. Alexandre reprendra le micro et nous reprendrons donc, nous, nos activités à 15 heures précises. Ça nous laisse 9 minutes de break. Profitez-en bien. Merci pour votre attention.